Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Elie Barnavi, bonjour. David Chamla, bonjour. Bonjour. Elie Barnavi, vous êtes historien, essayiste, ancien ambassadeur d'Israël en France entre 2000 et 2002, professeur d'histoire de l'Occident à l'Université de Tel Aviv, Parcours. Et David Chamla, vous êtes membre fondateur du mouvement La Paix Maintenant et secrétaire général européen de JCAL. Vous êtes tous les deux des bâtisseurs de la paix. Vos parcours politiques, militants, intellectuels ont été consacrés à construire un rapprochement en direction de la paix. Et on vous reçoit aujourd'hui à la Fondation Jean Jaurès pour la réédition d'un livre datant des années 2000, qui reste et qui est pour moi un ovni intellectuel et politique, puisque Histoire de l'autre, Israël-Palestine, aux éditions Liana Levy, ce livre est né du travail entre 8 professeurs palestiniens et 8 professeurs israéliens qui avaient vocation à essayer de paralléliser l'histoire avec différentes dates. Peut-être que vous nous en parlerez plus en détail. Et l'idée était de, non pas de les affronter, mais de vraiment confronter au mieux pour qu'ils s'écoutent, qu'ils s'entendent. Et je crois que sincèrement, ce livre est plus qu'original. Il faut absolument le lire. Et c'est un exercice qui devrait être fait sur d'autres conflits, tellement il est intéressant. Et il présente, comme vous le dites respectivement, dans la préface et la postface de ce livre, un double récit qui donne des clés pour comprendre les événements et la narration qui en est faite des deux côtés. Alors, peut-être, David Chamla, pour commencer tout de suite, est-ce que c'est possible de nous expliquer d'abord la genèse de ce livre, nous parler de sa présentation, de sa forme qui est originale, et puis aussi peut-être du moment où il a été fait, puisque les années 2000, ce sont des années compliquées aussi bien pour Israël que pour l'autorité palestinienne. Oui, effectivement, c'est un projet, ce livre est l'aboutissement d'un projet qui a été lancé au départ par 2 personnes, Dan Baron, qui était professeur de psychologie à l'université de Beersheva, qui est décédé en 2008, et Sami Adwan, qui est un pédagogue palestinien. Et ensemble, ils se sont rencontrés et se sont posé la question, est-ce qu'il est possible d'écrire un manuel d'histoire à destination des scolaires qui présente un peu l'histoire du conflit. Et ils ont eu l'idée de réunir autour d'eux des enseignants du secondaire, 6 de chaque côté, et avec l'aide d'un institut allemand pour la paix, l'Institut de Francfort, ils ont monté ce projet qui a consisté d'abord à rassembler ces enseignants. On est en 2003 pour être précis, en pleine intifada, seconde intifada, à l'heure où il y avait des attentats quotidiens, des représailles. Et ces enseignants qui ne se connaissaient pas se sont rencontrés à Jérusalem-Est, dans un hôtel, pour pouvoir travailler ensemble sur ce projet. Alors, ce qui est intéressant, d'abord, leur langue commune, c'était l'anglais. Hein. Ça, c'est un point important. Aucun ne parlait sa langue maternelle. Et pour pouvoir travailler sur ce projet, la première chose qu'ils ont fait dans la première réunion, c'est de se raconter leur vie. Se présenter l'un à l'autre pour créer un climat de confiance, pouvoir ensuite travailler sur ce projet. Et ils ont décidé, ils ont travaillé pendant quelques séances, de choisir quelques dates emblématiques du conflit, il y en a beaucoup depuis un siècle, et de travailler sur ces 3 premières dates, qui sont celles qui sont retenues dans la version française du livre édité par Liana Levy, qui sont les 3 dates 1917, la déclaration de Balfour, on y reviendra, 1948, la création d'Israël d'un côté, guerre d'indépendance, Nakba de l'autre, et déjà on voit qu'on a 2 termes pour évoquer un même événement, et c'est aussi un signe des 2 visions de ce conflit, et puis 1987-88, la première intifada. Alors donc ils ont travaillé sur ces 3 dates, ils ont travaillé par petits groupes, et à l'issue de chaque séance, en fait, ils rédigeaient les narratifs de chaque groupe sur la date en question, puis la fois d'après, ils se retrouvaient pour confronter les versions. Voilà, ça a créé un climat de confiance d'abord entre eux, et ça aboutit, au bout de quelques mois, à la première version. En fait, c'était un livre qui parut en Israël et en Palestine, en hébreu et en arabe et en anglais,
qui est paru en 3 étapes. La première étape recouvrait ces 3 dates que j'ai évoquées. Ça, un premier manuel se présentait comme un grand cahier vert. C'est pour ça qu'on appelle en hébreu ce livre le livre vert, qui est présenté de la façon suivante. Sur la page de gauche, vous avez la version de l'événement vue du côté des Israéliens. La à la page de droite, c'est la version des Palestiniens. Et au milieu, il y a une demi-page blanche pour que les étudiants ou les élèves puissent noter, prendre des notes, poser des questions, etc. Et c'est comme ça que ce livre est paru pour ces 3 premières dates. Puis ils ont continué les années suivantes sur d'autres dates du conflit. Et au bout de 4-5 ans, jusqu'en 2008, ils ont abouti à un livre complet, puisque tout a été réuni dans un seul livre, qui s'appelle donc le livre vert en Israël, enfin, et qui couvre le conflit depuis le début du siècle, du XXe siècle, jusqu'à 2001. Donc un siècle à peu près d'histoire. Et voilà sa genèse. Est-ce que ce livre a atteint ses objectifs aussi bien en Israël que dans les territoires palestiniens? Alors, quand moi j'ai découvert ce livre, c'était par Liana Levy d'ailleurs, quand elle a édité la première version en 2004. J'avais rencontré Sami Adwan et Dan Baron qui étaient venus à Paris pour le présenter. Et on était toujours dans cette période, la fin de la seconde intifada, plus ou moins. C'était aussi l'époque, rappelez-vous, des accords de Genève, un accord de paix virtuel signé par des négociateurs, anciens ministres israéliens ou anciens responsables de chefs d'état-major israéliens d'un côté, et puis des leaders du Fatah, qui beaucoup d'entre eux avaient fait des séjours dans des prisons israéliennes suite à leurs activités militantes et militaires aussi. Et ces gens-là avaient abouti à signer un accord de paix virtuel à Genève qui, pour la première fois, aboutissait à la rédaction d'un accord avec, non pas restant sur des principes généraux, mais allant dans les détails. Le problème de ce conflit, comme vous le savez, qui est le diable est dans les détails, à savoir comment résoudre les questions des réfugiés, quelles frontières, les colons, etc. Et donc, c'était dans ce contexte-là de cet accord de Genève que ce livre est paru. Il y avait là, à ce moment-là, à la fin de la seconde intifada, l'espoir qu'effectivement, on puisse tourner la page de cette intifada et pouvoir reprendre un processus de négociation qui avait échoué à Camp David quelques années précédentes. Et ce livre a été beaucoup utilisé. Alors, ce n'est pas un livre obligatoire. Dans les 2 systèmes éducatifs, il y avait le livre obligatoire du système scolaire, mais les professeurs pouvaient l'utiliser à leur gré, en complément, le donner aux élèves. C'est ce qui s'est passé dans ces années-là, surtout du côté israélien, dans le secteur laïque du système éducatif. Vous savez qu'en Israël, il y a plusieurs secteurs éducatifs, mais dans le système laïque. Et du côté palestinien aussi, à ma connaissance. Et surtout, il a été utilisé par les ONG. Il y a beaucoup d'ONG ou israélo-palestiniennes qui travaillent sur le conflit, sur tous ces aspects. Et certaines d'entre elles, comme par exemple le Cercle des familles endeuillées, une des ONG qui est connue même en France, qui rassemble des familles qui ont perdu des proches dans la guerre ou dans les conflits ou les attentats, et qui se retrouvent dans des ateliers d'abord pour se connaître, et ensuite pour propager l'idée que ça suffit, il faut trouver une solution politique. Et il se servait de ce livre dans le cadre de ces ateliers. C'était comme ça dans ces années-là. Alors, j'anticipe la question, qu'en est-il aujourd'hui? On le fera après. D'accord. Je veux bien que vous qu'on arrive sur le cœur du livre avec peut-être 2 dates. Peut-être qu'on peut les diviser, et peut-être, David Chemla, que vous évoquiez la date de 1917 dans le livre, et peut-être, Elie Bernaji, la partie 48, j'aurais une petite question aussi complémentaire sur 48. Mais David, est-ce que c'est possible de revenir sur sur les 2 histoires de cette année, de cette déclaration de Balfour? Oui, enfin, je vais revenir, mais je crois que je vais insister sur quelque chose. C'est que ce qu'on découvre à travers la lecture de ce livre, les 2 versions, c'est que, comme je parlais tout à l'heure de la guerre d'indépendance et Nakba de l'autre, c'est qu'il y a vraiment des appellations différentes et un rapport différent, ce qui est normal, à l'histoire. Par exemple, dans la mémoire israélienne, dans l'histoire israélienne, dans la construction de la conscience nationale israélienne, les pionniers, ceux qui ont construit l'État, la génération de Ben Gurion
et tous ceux qui sont montés en Israël, c'est-à-dire ils ont émigré en Israël au début du siècle, ce sont les pionniers qui ont construit le pays. Pour les Palestiniens, ce sont les envahisseurs. Un exemple comme ça de comment ils sont nommés. Un autre exemple aussi qui montre bien les deux approches, et c'est très contemporain malheureusement, pour les Israéliens, les Palestiniens qui, après la création de l'État d'Israël, qui viennent dans leur ancien village pour récupérer des objets ou pour faire des attentats, c'est les années 50, on appelle ça, c'était les Fedaïn, les saboteurs. Les saboteurs, et c'est aujourd'hui, quand les Israéliens parlent des Palestiniens, les infiltrés, les infiltrés. Mais et pour les Palestiniens, c'est les résistants, c'est les Fedaïn, etc. Donc voilà, il y a toujours, on peut prendre comme ça des tas d'exemples montrant ces deux approches. Et moi, ce qui m'a intéressé, bon, la version israélienne de l'histoire, je la connaissais plus ou moins, mais j'ai découvert dans la version palestinienne, ce qui est intéressant, c'est que quand ils commencent à traiter des années 1917 qui vont conduire à la déclaration Balfour, ils disent que la première manifestation d'un projet d'un État juif, c'est Napoléon qui l'aurait non pas initié, mais en tout cas qui aurait encouragé les Juifs à ce projet-là dans le cadre de sa campagne d'Égypte à l'époque où il est arrivé, vous connaissez l'histoire, à Saint-Jean d'Acre, etc. Et la campagne que Napoléon a menée à cette époque-là. Et c'est présenté comme c'est un projet colonial occidental qu'on a venu greffer dans la conscience des Juifs qui n'en avaient aucun intérêt. Et il y avait quelques milliers de Juifs à l'époque en Palestine, mais il y a toujours une présence juive depuis la destruction du Temple en Palestine, surtout dans les villes, ce qu'on appelle les villes saintes, Jérusalem, Safed, Tibériade, Hebron. Ce sont les 4 grandes villes saintes dans le judaïsme. Compte tenu de l'histoire, et il y avait pratiquement une continuité de présence juive, mais bon, c'était quelques milliers de personnes. Alors voilà, ce qui m'intéresse, c'est que pour les Palestiniens, le projet sioniste ne peut être qu'un projet colonial étranger, occidental, qui n'a rien à voir avec toute l'histoire juive et toute l'aspiration qui a été transmise génération après génération d'un retour possible sur cette terre, et qui a pu se faire dans les conditions que l'on sait au cours du XXe siècle, et le mouvement sioniste étant structuré en mouvement politique à la fin du XIXe siècle, dans le contexte des mouvements nationaux dans l'Europe centrale, l'Europe de l'Est, quand les mouvements nationaux se sont développés à cette époque-là, à la fin de l'Empire austro-hongrois, plus ou moins. Voilà. Donc voilà, ce qui m'intéresse, c'est cette négation de la conscience du projet sioniste, qui était un projet juif au départ, et non pas un projet qu'on a greffé sur ces communautés dispersées pour leur dire allez-y, venez vous installer dans ce pays. Merci. Elie Barnavi, est-ce qu'on peut avoir ce même distinguo narratif sur 1948, la création de l'État d'Israël, que d'autres appellent la Nakba, et une question totalement un peu candide, mais je suis désolé de la poser, parce que j'ai quand même relu plusieurs fois certains passages. Pourquoi il y a très peu d'explications sur le fait que le 14 mai, lorsque David Ben Gourion proclame l'État d'Israël, l'État potentiellement à côté n'est pas proclamé. C'est une question un peu naïve, mais qui est, je trouve, un peu importante. Non, c'est une question essentielle. Lorsque les Nations Unies adoptent la résolution, ce qu'on appelle la résolution du partage, la résolution 181, qui partage la Palestine potentiellement en 2 États, on dit un État juif et un État arabe. Les Juifs acceptent avec enthousiasme, les Arabes, tous les Arabes, les États arabes, et aussi la communauté arabe de Palestine, puisqu'on ne parlait pas encore des Palestiniens, rejettent cette résolution avec indignation. Alors, les Juifs ont tiré l'argument pour dire, regardez, nous avons accepté, vous avez refusé. Ce n'est pas aussi simple. C'est-à-dire que les situations historiques sont complètement différentes. Pour les Juifs,
c'est une immense victoire. Hein. Ils reçoivent pour la première fois la reconnaissance de leur projet national par la communauté des nations. Pour les Arabes, c'est une défaite épouvantable. C'est-à-dire qu'il il leur faut s'amputer d'une partie du territoire qu'ils estiment leur, parce qu'il y a toujours eu, depuis des temps immémoriaux, des Arabes sur cette terre. Donc ils refusent. Et ce refus euh, primordial donc, décide de toute l'histoire qui va venir après. Imaginez que les Arabes acceptent cette résolution du partage. Il y aurait eu un État juif dans un petit morceau de territoire en peau de léopard complètement qui n'aurait pas été vivable. Moi, je suis persuadé, enfin, je n'ai pas de preuves évidemment par définition, mais je suis persuadé qu'un État juif créé dans ces conditions sur un tel territoire, ce serait étiolé. Heureusement pour le projet sioniste, les Arabes ont dit non, ce qui nous a permis d'agrandir le territoire de manière significative, d'acquérir des frontières quand même plus défendables, d'annexer la totalité du Negev et la totalité de la Galilée. Ce sont des gains territoriaux absolument essentiels. Donc, de préparer le pays à des masses, à des vagues d'immigration importantes, ça a été une victoire sur toute la ligne. Évidemment, les Arabes ont été poussés dehors, soit qu'ils sont partis effrayés par ce qui s'est passé, soit qu'ils ont été poussés dehors manu militari. Toujours est-il que le pays a été vidé de ses habitants arabes. Alors, j'en profite, je ne sais pas si je réponds à côté à votre question, pour dire que c'est, à un sens, ce livre est une entreprise désespérée, parce que les narratifs des deux peuples ne peuvent pas s'accorder, sont radicalement différents. Il faut, euh, il faut regarder Sirius ou un esprit supérieur ou un étranger pour poser sur ce qui s'est passé un regard neutre et dire voilà exactement ce qui s'est passé, hein, comme disait l'école positiviste. C'est impossible, puisque le conflit perdure, que les réfugiés sont toujours là, que le problème palestinien n'est pas résolu, qu'Israël occupe encore les territoires palestiniens qui restent, donc du projet national palestinien. Et donc, on ne peut avoir que deux versions de l'histoire furieusement divergentes et opposées. Ce qui ne veut pas dire que le projet est inutile. Le mérite de ce livre, c'est qu'il existe. C'est-à-dire que quand vous mettez ensemble des gens que le récit national, l'expérience nationale oppose aussi férocement, le simple fait qu'ils se réunissent, qu'ils en parlent, qu'ils créent entre eux des liens, C'est énorme. qu'ils trouvent un langage commun, c'est énorme. C'est pour ça que je pense que ce petit livre est précieux, mais je voudrais quand même insister là-dessus. L'idée que l'on peut, par le rapprochement des hommes et des femmes de bonne volonté, préparer la voie à une réconciliation nationale et à une solution politique est une idée naïve. C'est pas comme ça que les choses se passent. C'est mettre la charrue devant les bœufs, si vous voulez. Ce qu'il faut, c'est aboutir à une solution politique, quelle qu'elle soit, enfin pas quelle qu'elle soit, on a une idée de ce qu'elle doit être. Et une fois que cette solution aura été trouvée, que les gens se retrouveront derrière leurs frontières, il pourrait y avoir le début d'un processus apaisé, plus apaisé de réconciliation nationale. Mais ce n'est qu'après qu'une solution. Tant que la solution politique n'est pas là, vous pouvez avoir 1000 entrevues de gens bien, et on en a eu, Dieu sait, si on a participé à des dizaines. Encore une fois, ce n'est jamais vraiment inutile, ça crée des liens. Mais on tourne en rond parce que il faut d'abord avoir la solution politique et ensuite on voit comment on se base là-dessus pour rapprocher les cœurs et organiser le voisinage apaisé. Donc, merci, ça m'enlève la question que j'allais poser. C'était est-ce que ce livre, on aurait pu le faire après le 7 octobre et la réponse israélienne. Mais donc, ça enlève. Non, pas tout à fait, ça n'enlève pas tout à fait. Parce que déjà, la situation n'était pas idéale à l'époque. David rappelait qu'on était quand même en pleine deuxième intifada. C'était une période très, très dure.
Alors, est-ce qu'on pourrait le faire aujourd'hui? Dans l'immédiat, non. Je ne crois pas. La situation est plus mauvaise que jamais. Il y a une campagne très dure qui se poursuit à Gaza. Et nous autres Israéliens, nous souffrons d'un traumatisme grave, profond, difficile à dépasser. Enfin bon, il y en a qui se débrouillent mieux que d'autres, mais si vous voulez, dans l'ensemble, l'esprit national n'est pas à ça. Il est plutôt à une espèce de soif de vengeance, désir d'en Survie. découvre, de survie. Enfin, c'est très compliqué. Donc, vouloir faire ça, oui, vous trouverez des gens. Vous trouverez toujours des David Chemla, des Elie Barnavi, quelques-uns qui seraient prêts à se sur une table. Mais pour aboutir à quoi et avec quoi on va se présenter devant l'opinion. Déjà, je vous fais remarquer que la deuxième intifada, je n'ose plus l'appeler la seconde, parce que la troisième est en train de se profiler. Euh, déjà, à l'époque, les, les esprits étaient tellement mal disposés qu'on avait beaucoup de mal. La, la, la violence insensée de la deuxième intifada, les attentats suicides, nous ont tués. On tuait le camp de la paix. On est devenu muet. On se demande, mais qu'est devenu le camp de la paix israélien? Ben, il est devenu aphone parce que quand vous avez des cinglés qui se font sauter dans la rue de vos villes, et vous voulez quand même défendre une voie raisonnable, une voie de paix, les gens vous regardent de travers. A fortiori maintenant, après l'assaut du 7 octobre, ce qu'il a représenté, la manière dont il a été fait, les gens sont devenus fous, fous de douleur, fous de rage. Bon, il faut le comprendre, ça aussi. Et donc, il faut attendre, faire le dos rond, attendre que ça s'apaise. Ça va s'apaiser, parce que la vie est quand même plus forte que tout. Il viendra un moment où on pourra de nouveau parler de rapprocher les gens, les cœurs, les esprits, et ainsi de suite. Mais malgré tout, en Israël, il y a quand même aujourd'hui, alors que la situation que vous décrivez est celle-ci, des gens qui commencent à expliquer que ce qu'il se passe et ce qui s'est passé ne peut plus amener à la situation que les Palestiniens et Israéliens ont vécu. Des statu quo avec un silence sur la Palestine en devenir. Il y a quand Heureusement, même quelque chose qui fait que... heureusement qu'il y a des gens qui Mais là, réfléchissent ça se... politiquement, mais heureusement, bien sûr qu'il y a. Bien sûr qu'il y a, mais ce sont des voix réalistes. Vous savez, ce livre est né d'une volonté humaniste. Et les voix dont vous parlez essaient non pas de dépasser, on ne peut pas dépasser une vision humaniste, mais essaient de la contourner et de dire, enfin, parlons politique. Euh, Parler politique, ça veut dire ça. Ça veut dire que ce que le Hamas a fait, ben, il a reposé la question palestinienne sur la table. Euh, cette bande d'assassins sadiques a prouvé à ceux qui n'en étaient pas convaincus, nous on n'avait pas besoin de preuves, que la situation telle que nous la vivions n'était pas tenable à la longue et qu'il fallait et que la question palestinienne était toujours là. On a essayé de le convaincre que ce n'était pas le cas. On a un chef de gouvernement qui est un criminel, hein, qui est un criminel devant l'histoire et qui a essayé de nous endormir pour nous dire, mais voyez, on a la paix avec le monde arabe, les Palestiniens, tout le monde s'en moque, c'est terminé, je vous prouve qu'on peut faire la paix avec tout le monde. C'était une fantaisie. Nous n'avons pas cessé de le dire. Maintenant, on a la preuve que c'est une fantaisie. Alors beaucoup de gens disent, bon, on ne peut pas aller en arrière, c'est le plus possible. On sait que plus personne ne voudra faire la paix. C'est déjà formidable qu'aucun des pays qui ont signé les Exactement. accords d'Abraham ne les ont pas dénoncés. Il ne faut pas rêver. Les Saoudiens ne vont pas venir maintenant. Donc il faut changer de méthode, il faut en sortir, il faut se servir de cette horreur pour régler enfin le problème palestinien. Et il y a des voix qui disent ça aussi. Voilà, elles ne sont pas assez nombreuses et surtout elles ne sont pas au pouvoir. Le drame, et là je parle de politique politicienne, le drame d'Israël, de la politique israélienne, c'est que nous n'avons pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition parlementaire digne de ce nom.
Et il y a une opposition de plus en plus forte de la rue qui se manifeste de nouveau. Et donc, il faut espérer que la situation se débloquera. Et personnellement, je suis persuadé que Et le si ça se centre, débloquera, on ne va pas retourner. Le retour à la situation d'avant le 7 octobre n'est pas c'est possible. impossible. Mais le centre en Israël, il y a une partie politique du centre qui était plutôt un ventre mou, qui est quand même maintenant dans une volonté de paix au sens je sens David qui Vous trouvez ça, vous? dans les lectures, j'ai je- l'impression qu'il y je a vous quelques trouve bien optimiste. bien optimistes. Si vous trouvez que ce ventre mou, c'est musclé, Non. donnez-moi des preuves. Je veux dire, je les regarde faire, et ils sont pathétiques. Je veux dire, les Gantz, c'est pas de là que viendra le salut. Du moins, c'est ce que je vois pour l'instant. On verra bien. L'opposition parlementaire, ou bien elle est au gouvernement, Ouais. ou bien elle n'est pas au gouvernement. Ben c'est le cas de Lapide et de son parti centriste. Et, et, et elle bafouille parce qu'elle n'a pas le courage de dire ce qu'il faudrait, ou bien elle dit ce qu'il faudrait et elle est rachitique. C'est le cas des travaillistes et de ce qui reste des débris de la gauche sioniste. Alors, il y a un homme qui essaie de ramasser tout ça, de recréer un parti sioniste de gauche, Yair Golan. J'espère qu'il y parviendra. Les sondages lui donnent, il n'a pas encore de parti, mais il lui donne quand même 10 sièges, c'est déjà quelque chose. Je suis persuadé que quelque chose va se reconstruire parce que ce courant existe. Si vous me demandez où est passé le camp de la paix, il n'a pas existé. C'était la prochaine question. Les Excusez-moi, bâtisseurs de paix. Non, c'est très bien, c'est très bien, très bien, devancer. très bien. Ce camp existe, mais il se tait parce qu'il n'est pas organisé, parce qu'il est en plein désarroi. Et moi, j'ai toujours dit que le problème d'Israël, mais ce n'est pas seulement Israël, n'est pas un problème d'opinion publique, c'est un problème de leadership. L'opinion publique, s'il y a un leadership raisonnable et fort et convaincant, un véritable leadership démocratique, l'opinion suivra, comme elle a suivi à l'époque de Rabin et d'Oslo, et elle suivra. Le problème, c'est qu'il n'y a rien. Et donc, les gens vont dans tous les sens, espérant qu'il y aura quelque chose. Et alors, sur les bâtisseurs de paix en Israël, on vient de l'évoquer. Et en face, quelle est votre analyse? En face, c'est aussi une catastrophe. Parce qu'on C'est parle aussi une d'autorité catastrophe. palestinienne renouvelée, on parle de plein de... L'autorité palestinienne est en lambeaux. Nous avons joué notre part pour la rendre ce qu'elle est. Mais la situation chez eux est à un sens plus simple. Il est plus simple parce que la composante raisonnable de du peuple palestinien, politique, je veux dire, le Fatah, les factions, y compris les factions de gauche terroristes, sont pour un État palestinien, aux côtés de l'État d'Israël. Le Hamas et le djihad islamique sont contre. C'est pour ça qu'ils sont hors jeu. Pas seulement parce qu'ils ont fait le 7 octobre, mais aussi parce qu'ils n'ont rien à offrir. Ils sont hors jeu parce qu'ils veulent détruire l'État d'Israël. Les autres sont prêts à accepter ça. Donc, il n'y a rien à leur demander. Tout ce qu'on leur demande, c'est de se mettre en ordre de bataille, d'être capable de, de, de gouverner ce qu'on leur laisse gouverner, et ainsi de suite. Le problème de la clarification politique et idéologique, c'est chez nous qu'il doit avoir lieu. Puisque c'est chez nous qu'on ne sait pas ce qu'on veut, qu'il y a une part importante de l'opinion publique qui veut tout prendre, qui refuse même là jusqu'au principe d'un État palestinien. Donc, nous sommes la puissance occupante, c'est à nous de décider ce que nous voulons. Les autres suivront parce qu'ils n'ont pas de choix. Ils prendront ce qu'ils pourront, ce qu'on leur donnera. Et à ce moment-là, on pourra faire quelque chose avec eux. C'est pour ça que venir avec des exigences maintenant de les Palestiniens n'a pas de sens. On peut leur dire, écoutez, extirper la corruption et mettez de l'ordre dans vos finances. Ça, oui, on peut le demander. Mais on ne peut pas leur demander une clarification idéologique à laquelle ils n'ont pas à se plier. Elle est déjà faite. Merci. J'avais une dernière, presque une dernière question.
vous êtes un excellent observateur, aussi bien en Europe qu'en France, de la situation politique. Euh, Vous avez été ambassadeur il y a 22 ans. Il y a déjà 22 ans. Désolé. J'aurais dû formuler différemment. Non, Euh, euh, Qu'est-ce qui a changé en France et qu'est-ce qui a changé en Europe, tant sur le regard d'Israël que sur le regard des Palestiniens? Est-ce qu'il y a eu un changement? c'est très compliqué à répondre parce que l'Europe, ça ne veut rien dire. Il faut savoir qui, les Européens, quels Européens. Je pense que, Alors, les grands pays européens, pour alors, faire, dans les grands pays européens, je ne crois pas qu'il y ait eu un changement significatif. L'extrême gauche est restée anti-israélienne et anti-sioniste. Et elle est devenue plus virulente, mais ça c'est parce qu'il y a des acteurs neufs, des gens comme Mélenchon et comme ça, quoi. Donc, mais elle a toujours été là. L'extrême droite fait mine d'être pro-israélienne et philosémite, on sait ce qu'il y a, ça a toujours été le cas. Et les partis démocratiques, ben, ils sont restés, ils ont toujours été, ce sont des amis d'Israël. Il n'y a pas de doute à cela. Les, les États, le gouvernement, et même, je dirais, le gros de l'opinion est resté plutôt favorable à Israël. Alors, il regarde ce qui se passe avec effroi et cette espèce de flambée de violence incroyable. Mais je ne crois pas que les attitudes aient changé en profondeur. Ce qui n'a pas changé non plus, c'est l'impuissance politique Mhm. de l'Europe en tant que telle et des États européens qui composent l'Europe. De ce point de vue-là, ils sont toujours à la traîne de l'Amérique, incapables de formuler une politique commune parce qu'ils ne sont pas d'accord, et par timidité pour les grands pays qui pourraient avoir une attitude, euh, 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 comment dire, une position un peu originale, un peu plus ferme, mais qui n'osent pas la prendre. C'est le cas des principaux pays, l'Allemagne pour des raisons que vous connaissez, Mhm. qui est extrêmement timide, la France qui dit des choses qu'il faudrait dire, mais dont les moyens d'action sont très limités. Bref, c'est très décevant. L'Europe pourrait jouer un rôle important, mais elle ne le fait pas parce qu'elle ne se donne pas, elle ne se donne pas les moyens. Est-ce que les attitudes globalement ont changé? Euh, Pas à ma connaissance, non, pas que je Et sache. donc, l'Europe a quand même un rôle à jouer malgré tout dans la paix à Il terme. aurait à jouer, Mais qu'est-ce qu'il manque en dehors des peut-être de... ce qui manque aussi dans d'autres aires, pas seulement au Proche-Orient. L'Europe est on l'a assez dit, un géant économique, commercial, intellectuel, tout ce que vous voudrez, la direction politique, quoi. un nain politique. Parce que pour exister véritablement, il devrait pouvoir avoir une voie commune. J'ai passé en novembre 2 heures avec Joseph Borrell, le représentant de l'autorité, enfin De la commission. voilà, commission. Et il m'a dit, très sincèrement, il m'a dit, vous savez, moi, je suis obligé de parler au nom de l'Europe entière, et l'Europe entière n'est pas d'accord. Je lui dis, bah, alors, assemblée au moins une coalition De ceux qui... de volontaires, de Noyau ceux qui dur, un voudraient. noyau dur. Il dit, oui, je m'y emploie. Mais bon, il s'y emploie avec une telle célérité que euh, on aura fait la paix depuis longtemps, qu'ils sont encore en train de s'organiser. Donc, le drame de l'Europe, c'est là. Alors, les Européens, ils vont. Enfin, je ne suis pas du tout pessimiste. Je crois que l'Europe puissance n'est pas qu'un slogan. C'est en train de se bâtir lentement, mais parce que vous êtes dans un projet historique, long, Incroyable. compliqué, difficile. Neuf. Et moi, je suis le dernier à me moquer. Je pense que l'Europe est une formidable entreprise et que l'Europe puissance, par défi, par crise, est en train de se faire. Elle se fait contre la Russie, se fait demain contre l'Amérique si jamais le sieur Trump s'empare de nouveau de la Maison-Blanche. Donc ça vient, mais ça vient pas assez vite et pas avec l'urgence qu'il faudrait pour les peuples qui souffrent au Proche-Orient. Peut-être ma dernière question. Pardon, David? Non, Bah, cette question-là oui. sur les changements, c'est toujours
par rapport il y a 20 ans et maintenant, si tu veux, il y a ce qui, a- ce qui pas, moi, m'apparaît comme nouveau, en tout cas, c'est l'image d'Israël qui a changé. Il y a 20 ans, bon, même si on pouvait condamner déjà l'occupation, la colonisation, etc., bon, Israël était considéré comme une puissance, un État démocratique, avec ses contradictions, avec lequel, mais quand même, il y avait une certaine écoute dans les milieux intellectuels, parmi les jeunes, dans les universités, etc. Je sens maintenant, et j'avoue que j'étais un peu étonné, et même, je dirais, au-delà, parfois sidéré par certaines manifestations dans les campus américains, dans les universités françaises, la façon dont ça se passe. On peut condamner une politique, quelle qu'elle soit, bien sûr, mais la façon dont ça se passe, une façon, euh, je dirais, euh, ne donnant plus tellement une légitimité à cet État, c'est quelque chose de nouveau. Et c'est inquiétant pour le futur parce que ces jeunes-là seront les dirigeants de demain, hein, et donc faut comprendre que du côté israélien, l'urgence est là aussi. Disons, la fenêtre de temps pour trouver un accord, elle va pas rester ouverte longtemps. Aussi bien par rapport aux partenaires qui seraient là aujourd'hui encore en Occident, que par les partenaires qu'il a dans le monde arabe sunnite, qui pour des raisons diverses aujourd'hui sont intéressés à résoudre cette question palestinienne à cause de la menace iranienne. On a vu la participation d'États arabes contre l'attaque iranienne il y a une dizaine de jours, qui n'ont fait d'ailleurs, pour ce qui concerne la Jordanie, que respecter les accords jordano-israéliens, puisque dans les accords jordano-israéliens était écrit que toute attaque contre Israël au travers le territoire jordanien donnait la possibilité à Israël et aux Jordaniens éventuellement d'intervenir. Mais c'est un acquis formidable qu'on doit à Rabin de cette époque-là et l'accord avec l'Égypte qui a survécu depuis plus de 40 ans, malgré toutes les guerres et intifadas. Mais ça risque de disparaître dans les années à venir. Et si on ne trouve pas une solution à ce conflit, Israël n'aura peut-être plus les partenaires qu'il a aujourd'hui sur la scène internationale. Et sans ces partenaires-là, Israël ne peut pas survivre en tant qu'État, je pense, sans le soutien américain. On a beau critiquer, c'est quand même les armes américaines qui permettent à Israël de faire face aux agressions externes. Voilà, donc tout ça, ça montre à la fois une urgence pour résoudre cette question, et puis à nous ici, alors je parle pour ce qui concerne la France, mais c'est pareil, je suppose, dans la plupart des pays européens, en Belgique ou ailleurs, euh, d'affronter ces critiques, pour nous, hommes de gauche. C'est quand même aberrant qu'en tant qu'homme de gauche, on ne puisse pas trouver de partenaires autour de nous, ou très peu de partenaires autour de nous, qui soutiennent à la fois notre combat pour la paix, deux États, etc., sans être dans ce rejet systématique de la légitimité d'Israël d'exister, de se défendre et de lui retirer ses moyens en faisant un embargo sur les armes, alors que, comme l'appellent certains au Parti socialiste aujourd'hui, alors que les armes françaises ne sont pas tellement présentes aujourd'hui dans l'armée israélienne. Donc voilà, mais ça, ça me concerne et je crois que faut affronter cela aussi ici. La dernière question, c'était, et commencer à y répondre, c'est comment on peut être aujourd'hui un homme pro-israélien et pro-palestinien à la fois. Je regardais Elie parce que c'est même votre construction politique. Je veux des clés, en fait, pour... C'est extrêmement facile, hein. Il suffit de, il suffit de regarder la situation telle qu'elle est, d'avoir une certaine boussole morale euh, et d'avoir assez de place dans son esprit, dans son cœur pour deux malheurs, et non pas pour un seul. C'est l'essence même de ce que devrait être la gauche humaniste. Vous prenez quelqu'un comme Mélenchon, pour qui j'ai une estime très modérée. Et vous voyez que pour cet homme, dans son cœur étriqué, il y a de la place que pour un seul narratif. Je veux bien que cette place soit aussi pesée électoralement. Et, et pour moi, un homme ou une femme de gauche, c'est quelqu'un qui dit, voilà, il y a là deux peuples,
et deux peuples qui sont destinés à vivre côte à côte, qui souffrent, et il faut trouver le moyen pour qu'ils puissent vivre côte à côte en souffrant le moins possible. Voilà ce que c'est que pour moi avoir une position de gauche. Et donc je m'affirme évidemment pro-israélien, je plaide pour mon peuple, pour mon pays, sioniste, oui, je pense que la solution nationale du peuple juif était un impératif historique et moral absolu, mais je suis pro-palestinien dans la mesure où je pense que c'est que moi, je mérite, et le peuple d'à côté le mérite de l'avoir aussi. Ce n'est pas très compliqué si vous simplifiez un peu moralement ce problème. Malheureusement, et tout le monde n'a pas la faculté de simplification nécessaire. Merci beaucoup, parce que c'est exactement ce que j'aime entendre. Merci Elie Barnavi, merci David Chemla. Je sais que vous êtes tous pressés. Et en tout cas, merci pour ce temps et ce bon moment d'intelligence. Merci de nous avoir invités. Merci.